Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle webconférence de Secret Planet, donc la première de l'année. Il est encore temps pour moi, je pense, de vous souhaiter une bonne et douce année 2020 au nom de toute l'équipe de Secret Planet. Pour cette première webconférence de l'année, nous partons au Pakistan, une destination fascinante qui suscite toujours autant le mystère et les questions. Et ce soir, notre guide sera Barbara. Barbara qui est guide de moyenne montagne et en charge pour Tamera de toute la région du Pamir, le Tadjikistan, Kyrgyzstan, et puis surtout le Pakistan, un pays qu'elle connaît très bien, c'est son pays de cœur. Barbara a traversé l'Himalaya il y a à peu près 10 ans, sur une durée d'1 an. Elle a traversé l'Himalaya pour aller à la rencontre des femmes et c'est au cours de ce voyage qu'elle est tombée amoureuse de ce pays dont elle apprécie énormément la diversité, qu'elle soit ethnique ou paysagère. Je passe la parole donc à Barbara. Merci. Et je vous souhaite un bon voyage. Donc, bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux. Ça fait plaisir de voir que le Pakistan intéresse beaucoup de monde. Donc, on va faire un tour complet du pays en parlant également des voyages qu'on propose, qui sont au nombre de 7 pour le Pakistan. Alors déjà, on commence par cette carte qui permet de voir rapidement que le Pakistan est un pays plutôt grand, mais qu'on se concentre vraiment sur la partie nord, qui est la partie donc, où il y a les plus hautes montagnes, effectivement, et voilà la partie qui pour nous est la plus intéressante en termes de contraste, et culturellement aussi. Voilà, donc on peut voir que vraiment le sud représente beaucoup le désert. On n'y va pas en ce moment, mais on ira certainement plus tard. Ensuite, à partir de là, je vais vous faire juste un tour général du pays. Le Pakistan, je pense qu'il y a un certain brin de nostalgie quand on parle du Pakistan, puisqu'en fait, c'était quand même le pays des explorateurs, un pays qui fait rêver parce qu'il est à la croisée des chemins entre différentes civilisations, que ce soit donc la région du Pamir qui touche l'Afghanistan, puis la région également plus au niveau de la Chine et au niveau donc du Cachemire avec l'Inde. Donc vraiment une civilisation très mixte. Ce qui nous intéresse, c'est donc le contraste avec les paysages qui vont de la haute montagne aux vallées verdoyantes et également les contrastes culturels. Donc nous, on propose d'aller voir que ce soit la culture de l'art Gandhara, plutôt dans la vallée de Swat, qui permet de voir des antiquités encore sur place, notamment au site de Takik-Bahi. Et ensuite, on va également visiter des peuples très particuliers, comme le peuple Kalash, qui est également dans la partie nord-ouest du Pakistan, le massif de l'Hindu Kush. Et on va également visiter la partie plus vers la Hunza et le Karakoram, où là, il y aura des peuples Balti, des peuples Wari, qui sont typiquement des peuples qui sont là depuis très très longtemps et qui viennent notamment du corridor de Waran ou de la région du Cachemire pour les Baltistans. Ce sont des peuples qui sont très accueillants, notamment les Wari et les Baltis, et les Kalash, bien sûr, mais ça c'est autre chose, on en parlera tout à l'heure, parce que ce sont des Ismaéliens. Donc la branche ismaélienne, c'est une partie de la branche chiite, donc toujours religion musulmane, mais à la différence qu'ils ont une culture qui est très, très dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit puisqu'ils ont une éducation autant pour les hommes que pour les femmes. On peut voir là-bas des femmes qui conduisent, on peut voir des femmes qui travaillent, beaucoup des enseignantes. Et donc, il y a un rapport à l'autre qui est très, très intéressant et ce sont des gens avec qui on peut vraiment échanger sur beaucoup de sujets. Et ça, c'est très, très chouette. Et donc, ensuite, le Pakistan, c'est également, comme vous le voyez, vraiment des paysages avec une concentration de montagnes juste unique au monde, notamment au Karakoram. Mais également là, ici, dans le col de Chandour, où on passe dans le massif de l'Hindu Kush, avec le Kashmir, qui est le plus haut sommet à 7708 mètres. C'est également des constructions humaines qui sont encore sur place, notamment le fort Balti à Karimabad, tous ces ponts suspendus qui font un peu l'attrait touristique de la Hunza. Dans nos régions, l'avantage, c'est qu'on peut voir facilement plein de choses en étant juste à différents endroits, que ce soit en voiture ou à pied. Donc, c'est vraiment des zones majestueuses, assez exceptionnelles. Donc là, je vais juste vous proposer 3 régions principales. On va commencer par parler du Karakoram. Donc, la zone, comme on voit, il y a Islamabad en bas, avec Peshawar, juste pour vous localiser,
qui va en direction de la vallée de Swat et de Hindu-Kush. Et à droite, en haut à droite, il y a la région du Karakoram, dans le Gilgit-Baltistan, qui est donc près du Cachemire, mais qui n'a rien à voir avec le Cachemire, il est beaucoup plus éloigné. Et on propose les 2 treks du Snow Lake, qui est un nouveau trek, et le trek du Gondogoro, qu'on a réussi à fixer l'année dernière. Et la région du Nord, qui va en direction de la Chine, c'est la région de la Hunza, avec les Hunza-Kut et Karimabad, et le trek de Shimshal en particulier. Et également la vallée de Chapursan, qui est une vallée isolée qu'on verra uniquement dans un voyage, dont je vous parlerai. Alors, la région du Karakoram, c'est une région très particulière puisqu'elle concentre des 8000 mètres assez exceptionnels. On en a 4 sur la zone, plus le 5e, le Nanga Parbat. Et donc, c'est des régions très, très, très minérales avec des montagnes, voilà, plein de visages qui montent très, très haut et qui sont une concentration. Donc, on a à peu près 150 montagnes au-delà de 7000 mètres. On a donc le K2 à 8611 mètres, qui est le deuxième plus haut sommet du monde, le Broad Peak, le Gasherbrum 1, qui s'appelle le Golden Peak, et Gasherbrum 2 et Broad Peak. Donc, c'est un trek qui est soutenu, parce que comme vous pouvez le voir, c'est un trek qui est très minéral. Malgré tout, le Karakoram est une zone où il y a énormément de glaciers, il y en a environ 130, et ce sont les plus longs au monde, hormis les zones polaires. Et donc, vous avez le Baltoro, Ispar, le Biafo, les plus connus. Et donc, c'est une source d'eau incontestable qui permet d'alimenter l'Indus, et c'est pour ça qu'on appelle également cette zone le 3e pôle, puisque c'est une zone de source inépuisable d'eau. Donc, c'est un trek qui sera sur 14 jours de trek, sur 23 jours de voyage, qui permet d'accéder jusqu'au Concordia. On verra une carte plus tard, qui permet d'accéder à une zone qui s'appelle Concordia, et qui permet donc d'aller au camp de base du K2. Alors, la différence, c'est que nous, on proposait le camp de base du K2 en 2 étapes. Et ensuite de revenir à Concordia et d'aller passer le col du Gondogoro, qu'on voit ici en pleine nuit. L'ascension a été réussie l'année dernière avec une vue juste exceptionnelle sur la vallée pour revenir vers Ouché. Donc ce trek a été réalisé l'année dernière par Laurent Boiveau, qui nous a gentiment accepté de nous proposer ces photos qui sont magnifiques. Et donc c'est un trek qu'on va encore amener cette année avec des guides de haute montagne, notamment Marc Lubin. Il y aura peut-être également aussi Laurent Boiveau, et j'espère accompagner ce voyage en août 2020. Voilà, donc c'est un trek qui demande d'avoir pas forcément une expérience en alpinisme, mais d'avoir une expérience de trek engagé, on va dire, sur le long terme, parce que mentalement, c'est exigeant de marcher dans cet univers minéral qui peut donc entraîner de la fatigue, mais ça reste une expérience juste exceptionnelle, et tous ceux qui sont allés ont été enchantés de faire un trek aussi prestigieux pour voir déjà le K2. Ensuite, on peut voir donc sur la carte, concrètement, pour refaire le point, on part normalement de Skardou, qui est en bas à gauche, qu'on ne voit pas très bien, et le trek commence vraiment à Ascolé, qui permet de voir donc la division des glaciers qui part soit vers le nord, le glacier du Snow Lake, ou plein est en direction du K2 et du Baltoro. Donc on marche sur le Baltoro avec une succession de dénivelés qui est assez agréable, puisque l'idée c'est de faire une montée progressive pour que tout le monde puisse accéder au K2 et au Gondogoro. Et ensuite, donc, de Concordia, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, on est entouré de hautes montagnes, et on va au camp de base du K2 en 2 étapes, pour être sûr d'y arriver. On revient, on va ensuite explorer la vallée vers le Baltoro Kangri, qui permet d'aller voir le Hidden Peak, et on revient ensuite pour passer le col du Gondogoro, si le temps permet, parce qu'il faut savoir quand même qu'on est à environ à 5600 mètres d'altitude pour le col, et donc c'est toujours soumis à des aléas météo. Et ensuite, on rentre par la vallée de Ouché, qui permet de redescendre donc, dans une vallée plus verdoyante, et de rentrer sur Skardou pour rentrer sur Islamabad. À ce jour, ce voyage est confirmé en juillet et va être confirmé prochainement en août. On a plusieurs demandes, donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions là-dessus tout à l'heure. Et j'ai mis en place cette année un nouveau trek prestigieux qui s'appelle le Snow Lake, qui permet en 23 jours également de traverser toute la partie entre donc Ascolé et Ispar, qui remonte dans la vallée de la Hunza vers Karimabad. Normalement, on a une carte qui suit, qui va permettre de voir l'itinéraire. Donc, on part effectivement toujours de Ascolé,
Et on remonte sur Espar, donc en 14 jours de trek également, jusqu'au fameux Snow Lake, qui en fait n'est pas un lac, mais juste une zone de 16 km de large de glace, qui permet également d'accéder dans la vallée de l'Aounza et Chimchal d'ailleurs, et donc qui est un trek mythique qui a été rouvert plus ou moins depuis 2 ans, et donc qui est aujourd'hui accessible, et donc on propose l'itinéraire et qui sera accompagné soit par Marc Levin, soit par Laurent Boiveau. Et on a quelques demandes, mais il n'est pas encore confirmé. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une autre zone. On va aller plus au nord, et cette fois, on va aller dans la Hunza. Et la région de la Hunza, c'est vraiment une région culturellement et esthétiquement originale, parce qu'elle est très, très diverse. Donc, on voit bien, on a Gilgit, qui est un peu le point de départ, qui permet d'accéder à Karimabad, où là, on entre vraiment dans la Hunza, avec ses forts bâtis traditionnels. Et on peut dire qu'à chaque endroit, on a vraiment des vues prestigieuses. Puis ensuite, on peut monter à Passou. Passou, c'est un peu la capitale. De là, on va soit au nord vers Soest et la vallée de Chapursan, soit au Kunjara Pass, qui est le col frontière le plus haut au monde, et qui permet également d'accéder après 3 heures de route à Chimchal pour faire le Chimchal Trek. Donc, cette région, on l'emprunte souvent par la voie du KKH. Donc, en fait, c'est la voie mythique du Kunjara Pass, et on accède tout de suite à la vallée typique de la Hunza, qui est entourée donc, de montagnes à plus de 7000 mètres, dont le Rakaposhi, le Diral Peak, le Muntar, et qui permet de voir à chaque virage des vues assez impressionnantes et des vallées très verdoyantes. Donc, Karimabad permet d'accéder un peu à la culture Hunza, tout en étant, on va dire, à côté de l'hôtel, avec des vues magnifiques. Et c'est un point repère pour ensuite aller vers Passou, qui est donc connu pour ses cathédrales piques, qui sont les montagnes effilées au bord de la route, et ces ponts suspendus qui sont très sympas à faire, malgré tout, et qui sont une expérience. Donc l'avantage aussi de la vallée de l'Aounza dans nos voyages, c'est qu'on peut le visiter en voiture. Donc on peut accéder par exemple à Douécar en voiture ou également à pied. Donc ça permet ça permet aux gens qui ne veulent pas trop marcher, on va dire marcher un quart d'heure pour accéder à des points de vue comme le glacier de Passou, ou de marcher pendant 1 heure ou 2 pour vraiment être dans la montagne et profiter des paysages assez extraordinaires. La population là-bas est également très accueillante, comme je vous l'ai expliqué, et notamment dans une vallée isolée où on va très peu, qui s'appelle la vallée de Chapursan, où il y a la population Wari. Donc c'est une population issue du corridor de Wakhan, qui s'écrit Wakhan, mais on dit Wakhan, qui est donc juste à côté de l'Afghanistan. Alors pour rassurer tout le monde, l'Afghanistan peut faire peur, mais en fait, on est dans le massif de l'Hindu-Kush qui est protégé par les montagnes. Donc pour aller dans les montagnes, il faut quand même avoir envie, et c'est pas tout le monde qui y va. Et c'est souvent des trekkers ou des marchands. Donc on a plutôt des rencontres exceptionnelles en termes d'humanité. Donc la Chapursan, c'est une population qui est ismaélienne, très accueillante, et où il y a très très peu de touristes. Donc c'est vraiment intéressant d'y aller. En plus, il y a une guest house très connue qui est tenue par mon ami Alam Jan. Et vraiment, c'est très riche en termes de rencontres. Nous, ce qu'on propose également, c'est donc le trek de Chimchal qui se passe dans la vallée de Chimchal, qui est une autre vallée isolée au départ de Passou, qui est une vallée très large, avec seulement un village au bout, avec 1600 Chimchali, qui ont une très forte personnalité, mais c'est ce qui permet aussi de garder cette identité spécifique des Chimchali, qui sont donc un peuple qui vit de manière très simple, comme ceux de Chapursan, avec là par exemple la source où on doit aller chercher avec des jerrycans tous les jours. On utilise effectivement la laine de mouton pour se faire des habits en hiver, et surtout c'est une population qui fait toujours la transhumance. Donc c'est vraiment un voyage qui est accentué sur la rencontre et sur comment vivent les gens. C'est un peu un retour dans le temps, puisqu'on a l'impression de vivre à l'époque de nos grands-parents, et ça c'est une expérience vraiment exceptionnelle qui permet donc d'avoir un rapport au temps et à l'espace qui est vraiment rassurante. Voilà, donc le trek de Chimchal, comme tout le Pakistan, autant le dire, c'est pas comme le Népal, c'est des treks qui sont plutôt minéraux avec beaucoup de cailloux et qui sont assez secs. Donc c'est important d'avoir un guide, c'est important de connaître les points pour avoir de l'eau,
Et donc, c'est ce qui fait toute sa richesse, c'est qu'on a besoin souvent des autres. Et donc, on rencontre le long du parcours, l'avantage du trek du Chimchal, c'est qu'on rencontre des bergers et des bergères qui montent à la transhumance entre le mois de mai et le mois de septembre-octobre. Donc, on propose 2 dates, une date au mois de mai, une date au mois d'octobre, pour la montée dans les alpages et pour le retour des alpages. Entre les deux, on fait l'itinéraire également toute la saison pour accéder au col, qu'ils appellent le col du Pamir pour eux, et nous qu'on appelle le col de Chimchal, à 4700 mètres d'altitude. Donc, c'est un trek sur 6 jours en aller-retour. Même si c'est un aller-retour, je vous assure que la vue est différente et on a l'impression de faire 2 voyages. Donc, l'avantage de ce trek, c'est qu'on est vraiment au cœur de la population et au cœur de l'habitat traditionnel, puisqu'on va pouvoir dormir à chaque fois à côté de cabanes où il y a des bergers dedans, notamment au retour à l'allée de la transhumance. Et donc, ça permet de vivre avec les gens, de partager le thé. On est constamment sollicité pour les soigner ou pour partager le thé et le pain avec eux. Et ça permet de voir comment se passe la transhumance du troupeau de yaks, de chèvres, de voir même de pouvoir les accompagner sur place si on a envie. Et ça permet également de faire l'ascension du Minglingsar, qu'on voit ici, qui est un sommet à 6050 mètres d'altitude, et qui est une ascension assez facile techniquement. Ça demande juste de savoir grimper à 6000 mètres et puis de s'être préparé physiquement et mentalement, mais il n'y a aucun problème là-dessus. Pour la technicité, il n'y a rien de dangereux. Et donc, ça, c'est la vue en montant Minglingsar. C'était tôt le matin et on a une vue jusque vers presque le K2, mais on n'arrive pas à voir le K2, mais on est quand même sur des sommets à 7000 mètres. Et donc, c'est un voyage qui permet vraiment, si vous aimez et la randonnée haute montagne et les cultures traditionnelles, c'est un mix sur 2 semaines qui permet vraiment de voir une région où il y a également plus de touristes. Et ça, c'est vraiment un bonus, parce que je pense que le Pakistan, sa richesse, c'est qu'il y a une diversité qui permet quand même d'aller dans des coins où on est encore dans cette ambiance d'explorateur, et c'est ce qui fait rêver, je pense, encore pas mal de gens. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est possible. Donc, c'est un trek qui se fait 3 jours à l'aller, 2 jours au retour, plus un 6e jour pour l'ascension du Minglingsar. Et pour ceux qui veulent, ils peuvent rester au col et donc profiter un peu de la vie de l'alpage et de rester avec les bergers pour voir comment se passe la conduite du troupeau et voir comment vivent les bergères, puisque la particularité, c'est qu'il y a également beaucoup de bergères là-haut. Alors, clairement, c'est sûr que par rapport à il y a 20 ans, il faut se dire que le Pakistan a quand même évolué, et donc il y a quand même toute cette technologie qui est arrivée. Il y a les jeunes maintenant qui vont à l'école, qui sont éduqués, et donc qui continuent à être des bergers, mais qui en même temps veulent travailler à Islamabad. Donc il y a moins de bergers qu'avant, moins de bergères. À l'époque, c'était toute la population qui montait, même les femmes enceintes, tout le monde montait. Je connais des amis, une femme d'ailleurs qui a accouché dans une cabane, et puis qui a continué sa route, tout normalement. Donc c'est vraiment, voilà, c'est une immersion dans l'ordre du jour en 2020, avec quand même la chance de rencontrer des gens qui vivent à une autre époque, mais en ayant un téléphone portable. Voilà. La sécurité en place, c'est qu'on amène toujours on met toujours en place une sécurité pour la haute montagne. Mais évidemment, on demande aux gens d'avoir un minimum d'expérience, sachant que l'année dernière, il y a quand même des gens qui sont allés, et tout le monde est enchanté également par la population de Chimchal. Donc là, voilà, c'est la maison de mes amis où on a terminé le séjour, qui nous ont préparé des plats traditionnels à base de fromage de chèvre, puisque la majorité de la vie pastorale se fait avec des ovins, et qui s'appelle le chip hindouk, et donc il y a un mélange entre fromage de chèvre, huile d'abricot et pain, et qui était vraiment excellent. Donc ça, c'est la chance qu'on a quand on connaît des gens sur place, c'est de pouvoir accéder à des familles et à des maisons traditionnelles et de partager vraiment un moment de vie authentique. Troisième région, c'est la région donc, de l'Hindu Kush, qui est donc la région très particulière où vivent depuis des millénaires le peuple Kalash. Et donc, c'est une région où on accède par le col de Chandour, qu'on peut voir au milieu, qui est un col à 3700 mètres, qui est le fief du polo. Donc, c'est là où chaque année, un grand festival de polo
est menée à bien en juillet. Et donc, ça permet d'accéder à Chitral et à la vallée de Boumbourek, Rumbour et Birir, qui sont les 3 vallées de la région Kalash, au bord des montagnes de l'Afghanistan. Donc voilà, on voit l'itinéraire. En gros, le Tireshmir est toujours à portée de vue, à 7708 mètres, qui est le plus haut sommet de l'Hindu-Kush. Et donc, c'est un voyage. On propose d'aller visiter les Kalash quasiment dans tous les voyages, sauf au Baltoro. Et donc, on propose notamment le voyage du Joshi au mois de mai, que j'accompagnerai, et le voyage du Chomos, que j'accompagne également, dont on est rentré là, il y a à peu près un mois. On était là-bas le mois dernier. Alors, la région de l'Hindu-Kush, c'est une région également composée de pas mal d'Ismaéliens qui a la particularité de faire partie de la région du Kepike, qui est une région un peu plus controversée en termes de géopolitique, qui a été, dont l'image a été plutôt négative. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ouverture et beaucoup de relâchement. On voit qu'il y a beaucoup moins de problèmes en termes de sécurité, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir un policier comme avant. On accède à la zone beaucoup plus facilement. L'année dernière, il y a le prince William qui est venu avec sa compagne. Donc, en gros, il y a vraiment une grosse ouverture et pas de raison de ne pas y aller. Donc, en fait, la région donc, de l'Hindu-Kush, c'est une région particulière parce qu'il y a la population Kalash, qui est une population animiste et païenne, et donc qui célèbre chaque année le cycle des saisons par différentes fêtes, dont les plus connues sont le Joshi et le Chomos. C'est une population qui, comme les Chimchali, vit de manière très simple. Les femmes ont un costume traditionnel, elles portent la koupasse et la chouchoute qui permet vraiment de les valoriser en tant que femmes, et c'est quelque chose de leur habit, quelque chose vraiment c'est vraiment le signe visible de leur particularité et de leur identité. Donc c'est une population qui normalement vit de la terre à la base et qui avait énormément beaucoup de terre auparavant, mais qui a été exploitée à l'époque où le Pakistan est devenu le Pakistan en 1947, qui ne connaissait pas la roupie et qui ne connaissait pas la valeur de l'argent. Donc beaucoup de musulmans se sont installés sur place dans les vallées et ont exploité un peu la zone. Donc aujourd'hui, c'est une minorité, ils sont à peu près 4000. Et ils vivent toujours de manière à suivre les récoltes, donc les différentes récoltes de noix notamment, les mûres. Ils travaillent le bois, ils cultivent la terre. Et donc c'est vraiment un peuple très particulier puisqu'il n'est pas musulman et il fête les saisons par des cycles et par des rituels traditionnels. Alors aujourd'hui, évidemment, comme toutes les cultures, le contraste, c'est qu'on voit encore, bien sûr, des femmes qui ne parlent pas anglais, qui font tous les jours les mêmes tâches quotidiennes qui sont de faire le pain, de moudre la farine, de travailler les champs, etc. Et d'un autre côté, on a une jeunesse qui se révolte plus ou moins contre cette pression musulmane et qui voit également le tourisme local qui explose et donc qui se pose de vraies questions sur son identité. Et donc aller là-bas, je pense aujourd'hui, c'est vraiment une chance pour rencontrer le peuple Kalash dans son identité aujourd'hui qui est vraiment en question et de voir cet amour qu'ils ont de leur tradition, de cette envie d'apprendre et de cette envie de protéger leur culture, notamment en étant éduqués et en essayant de développer l'éducation sur place. Puisqu'il n'y a qu'une école Kalash qui s'appelle le Kalash Adour. Il y en a une autre à Rumbour, mais il y en a une énorme. La principale est dans la vallée de Boumbourek où nous allons. Et donc, c'est vraiment une manière de continuer à exister, malgré le fait que, évidemment, la population continue quand même à avoir entre 3 et 4 enfants en moyenne. Apparemment, c'était entre 6 et 8. Et qui est très solidaire et qui a besoin aujourd'hui voilà, de vivre quand même du tourisme, même si le tourisme de notre côté est effectivement fait attention à ne pas dénaturer leur identité et voilà. Donc, ce qu'on propose en particulier, c'est la fête du Joshi au mois de mai. Le voyage est du 8 au 26 mai. Et la fête du Joshi, c'est un voyage qui permet de voir la célébration avant le départ, comme d'habitude, dans les alpages, des hommes et des femmes. Et donc, c'est une période très festive. Il y a énormément de gens qui se préparent à danser pendant 3 jours. On célèbre donc les esprits de la montagne et de la forêt. Et en fait, on fait en sorte que les personnes qui partent là-bas
soient protégés en faisant des offrandes, en faisant des sacrifices. Et donc tous les jours, il y a des danses, tous les jours, il y a des cérémonies avec notamment donc, des femmes, alors dans lesquelles on peut participer évidemment, on peut également s'habiller en kalash, aucun problème. L'accueil est vraiment généreux. Et donc on va danser et il y aura un moment à Batterick où vraiment ce sera le 3e jour où il y aura tout le monde qui sera réuni avec des danses vraiment époustouflantes et une animation extraordinaire. Donc c'est vraiment une occasion rare de voir une culture animiste encore en état aujourd'hui. Et c'est une occasion d'apprendre également sur leur manière de vivre. Donc le Joshi, effectivement, le Joshi par rapport au Chomos, par exemple, c'est une fête qui est plus courte. Et cette année, on a décidé également de prolonger le voyage et d'aller dans une vallée isolée, la vallée d'Yacine, après le col de Chandour, en rentrant à Gilgit. On rentre par Yacine et ça permet donc de voir la vallée isolée avec le peuple Wari et de rencontrer un chaman Wari et d'assister au Bouchkashi. Pour le Chomos, c'est un voyage beaucoup plus intime puisque ça se passe en hiver, en général du 5 au 23 décembre. Et c'est un festival qui dure 15 jours. Donc tous les jours, il y a des petites cérémonies différentes avec des danses beaucoup plus intimistes qui se passent le soir. Il n'y a quasiment pas de touristes étrangers, puisque en hiver, eh ben, ils n'aiment pas le froid, donc ils ne viennent pas. En gros, c'est ça. Et donc le Chomos, c'est vraiment une manière d'aller au cœur de la culture, de vivre une immersion complète et de vivre en intimité dans la guest house avec une famille kalash. Et c'est l'occasion de voir les différentes fêtes qui sont donc le chouinari avec les enfants qui sont à la queue leu, qui vont chanter et se bousculer. Le charabiraya qui permet de voir le soir des petites sculptures faites à la main à partir de pain, de farine et d'eau. De voir également la fête du Gandaïk, très particulière, où il y a des enfants qui vont se réunir, en fait, on va tous se réunir le soir dans une maison et allumer un feu en honneur aux morts pour donner à manger aux morts. Et là, c'est une ambiance très particulière qui est vraiment riche d'émotions. Et ensuite, on passe les journées ou les soirées à regarder la vie des gens qui vont confectionner des paniers, qui vont fabriquer le pain qui sera distribué dans tous les villages. On va pouvoir faire la purification, le chichao pour les femmes. Donc, on va s'habiller en femme kalash et être purifié. Les hommes, eux, feront l'ishtongas. Donc, il faut savoir que dans la culture kalash, malgré tout ce qu'on entend, on entend beaucoup de choses comme quoi les femmes sont libres, les femmes sont égalité. Les femmes sont effectivement beaucoup plus libres que dans des vallées, que dans des cultures traditionnelles musulmanes, puisqu'elles ont une vraie place, puisqu'elles ont leur mot à dire, puisqu'elles choisissent leur mari. Elles ont le droit de divorcer, c'est une vie très ouverte. Il n'empêche qu'il y a ce rapport entre l'homme et la femme qui est quand même très codifié, où la femme a une place et l'homme a une place, où il y a cette division entre le monde du pur et de l'impur, et donc l'être humain fait partie du monde de l'impur, notamment la femme. Donc elle ne peut pas accéder à la célébration, à l'ishtongas, elle ne peut pas aller voir les sacrifices, elle ne peut pas monter dans les alpages et dans les bergeries. Donc par exemple, si on a un groupe de femmes, elles resteront avec moi, et les hommes iront dans les alpages pour pouvoir voir les sacrifices. Alors je vous rassure, si ceux qui veulent assister à ce genre de choses, on peut également faire des sacrifices par la suite. D'ailleurs, il est de coutume, j'oublie de le dire à chaque fois, j'en profite, il est de coutume, normalement, quand on vient faire un voyage au Chomos, d'offrir un bouc pour la communauté. Et donc, c'est l'occasion de partager un moment de vie et de partager surtout des biens qui, pour eux, sont très importants, puisque là-bas, avoir des chèvres, avoir des boucs, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui fait la richesse d'une culture, comme les chimchali. Donc, le Chomos se termine souvent par une cérémonie qui s'appelle le Chanja, qui permet de voir donc, les gens qui portent une torche. C'est comme la flambée, comme à notre époque, comme la Saint-Jean, et c'est vraiment beau à voir. Et l'avantage de ce voyage, c'est qu'on propose de le voir dans les deux vallées, dans la vallée de Rombourg, dans laquelle on séjourne pendant 3-4 jours, et la vallée de Boumbourette. Alors, mine de rien, c'est deux ambiances vraiment différentes. Et c'est vraiment une chance de pouvoir voir les deux, et de voir les deux vies dans les villages qui sont également différentes. Ils n'ont pas les mêmes habitudes, ils n'ont pas les mêmes codes. Et l'année dernière, d'ailleurs, en décembre, ce fut vraiment un succès. Les gens étaient ravis de voir pu assister aux deux ambiances.
Eh ben, merci Barbara. Alors, vous avez été très actif puisqu'il y a beaucoup de questions. J'ai vu, ouais. Alors, on te laisse reprendre ton souffle. Alors, il y avait déjà une première question de Jérôme qui demandait, en fait, sur la première zone dont tu as parlé. Il n'a pas compris où c'était. Donc, je crois que c'était le K2, c'est ça? Alors, c'est la zone du Baltoro. C'est un glacier, le Baltoro, une région qui est dans la zone du Karakoram, qui est un grand massif qui est dans le Gilgit-Baltistan. Le Gilgit-Baltistan, c'est une région, en fait, du Pakistan. Et donc, c'est entre guillemets, vous avez Ladakh-Zanskar d'un côté et vous avez le Gilgit-Baltistan de l'autre. Donc, le Karakoram, c'est les montagnes qui séparent le Ladakh et le Pakistan. Donc, exactement pour situer, vous pouvez, comment le situer? C'est au nord-est du Pakistan, tout au nord-est. Et c'est la zone de montagne la plus fréquentée, la plus connue au Pakistan. En tout cas, voilà. En termes de... Ouais, tu parlais à ce moment-là, tu parlais de trek ouvert ou fermé. Voilà, et il y a eu quelques questions par rapport à ça. Est-ce que c'était d'un point de vue autorisation ou comment tu l'entendais? Alors oui, non, pour aller faire des randonnées dans le Karakoram, on demande un permis à Skardou, qui est géré par notre partenaire local. Donc aucun problème là-dessus. Ça a toujours été ouvert, ça n'a jamais été fermé. Quand je dis que ça a été réouvert, quand je parlais du Snow Lake, je veux dire par là que ça a été, on va dire qu'il y a des saisonnalités. Et donc, il y a des treks, des fois, qui sont fréquentés régulièrement et d'autres moins. Donc, quand un trek est moins fréquenté, eh ben, effectivement, ça demande un peu plus de technicité pour le refréquenter. D'ailleurs, le Snow Lake, juste pour préciser, je recommande et je demande d'ailleurs pour le Snow Lake qu'il y ait un minimum d'expérience en termes d'alpinisme parce qu'on est constamment sur des glaciers, on est sur des zones crevassées. Et on est, en termes de technicité, un peu au niveau au-dessus du Baltoro. Mais c'est un trek de ce que je n'ai jamais fait, mais de ce que m'ont dit mes partenaires, c'est le trek le plus beau qu'ils aient jamais fait de leur vie. Et on est dans une zone, même si on ne voit pas le K2, je tiens à préciser, on est dans une zone spectaculaire, vraiment exceptionnelle. Donc je pense que c'est l'occasion pour ceux qui sont déjà allés au Baltoro et pour ceux qui veulent faire quelque chose de différent. D'aller tenter le Snow Lake. Alors justement, deux petites questions pour rebondir par rapport à ça. La première, en parlant d'autorisation, peut-être qu'on peut rappeler quand même qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, notamment pour le visa, et c'est une formalité qui se fait assez facilement. Alors oui, c'était un gros tracas les années précédentes. Aujourd'hui, on peut le faire en ligne. Donc déjà, on gagne en termes de temps, c'est fait dans la journée quasiment, voire 3 jours maximum, et ça coûte que 32 €. Donc ça évite de se compliquer la tâche en passant par Paris. Donc ça, c'est la preuve qu'il y a un gros effort qui est fait de la part du gouvernement pakistanais pour développer le tourisme. Et moi qui y vais régulièrement, c'est vraiment une réalité sur place. On sent que les gens sont vraiment prêts à accueillir le touriste, qu'il y a une vraie démarche d'accueil. Et même en termes d'administration, on voit que tout est plus facile aujourd'hui. Vraiment, ça, c'est une très bonne nouvelle. Non. Et l'autre question pour rebondir, tu parlais un peu d'équivalent, alors je sors un peu du contexte quand même, mais c'était par rapport à l'environnement himalayen. Tu as dit que c'est très différent du Népal, ça se rapproche du Ladakh pour ceux qui connaissent le Ladakh? Alors, parce que tu parlais de minéral, c'est pour ça. On va dire que c'est unique. En fait, c'est ni comme le Ladakh ni comme le Népal. Pour avoir été dans les 3 zones, le Ladakh, ce que j'aime et ce que les gens doivent connaître, ce sont des grandes vallées ouvertes avec plein de couleurs de montagnes, plus sauvages presque que le Népal qui peut être plus vert ou plus montagneux. Le Pakistan, c'est très minéral, c'est-à-dire que vous allez avoir des montagnes, des pointes de montagnes qui se dressent devant vous. C'est un massif très neuf, très très nouveau comparé à l'Himalaya. Donc en fait, les montagnes sont très effilées. Et on est dans des zones de moraines. Donc, ça veut dire qu'on va marcher régulièrement sur des cailloux. Ça va être moins vert que le Népal. Et par exemple, vous n'avez pas des rivières ou des rivières qui coulent à côté. Vous êtes en zone glaciaire. Donc, c'est exceptionnel, c'est unique. C'est que là-bas. Il faut venir en Pakistan pour voir ça. Voilà. Par rapport au voyage, est-ce que tu peux juste... mais très succinctement et très brièvement, parce qu'il y a eu plusieurs questions par rapport à ça, par rapport à comment choisir un peu son voyage au Pakistan, et donc peut-être rappeler les voyages qui sont peut-être plutôt engagés, les voyages qui sont plutôt trek mais abordables, et puis ceux qui vont être très ethniques. Alors pour le moment, parce qu'on va développer d'autres voyages plus tard, puisque ça vient de s'ouvrir, les zones viennent vraiment de s'ouvrir, surtout dans l'île de Couche. On va dire qu'il y a des treks, typiquement des voyages trek comme le trek de Shimshal,
qui est quand même un trek de 6-7 jours sur 15 jours, mais qui permet également de rencontrer une population traditionnelle. Donc ça on va dire, c'est le voyage où il y a les deux potentiels énormes. Le trek du Baltoro et du Snow Lake qui sont effectivement vraiment typés trekking parce qu'on va rencontrer quasiment personne sur le glacier, si ce n'est nos porteurs, mais qui sont vraiment des treks plus engagés. Ensuite, on a les treks, on n'a pas les treks, on a des voyages plus axés vraiment culturels, typiquement chez les Kalash pour le Joshi au mois de mai et le Chomos en hiver. Et ensuite, on a créé un nouveau voyage qui s'appelle Découverte des peuples du Nord-Pakistan, qui permet d'explorer toute cette région de la Hunza et le plateau du Deosai, le parc du Deosai qui a une région où très peu de gens vont, qui est magnifique, et qui va être faire un tour complet, notamment au pied du Nanga Parbat, d'aller voir, de mixer en fait petite balade à la journée et découverte culturelle, et qui permet d'aller dans la vallée de Chapursan, qui est très isolée. Et j'ai oublié de dire d'ailleurs que pour le trek de Shimshal, on a rajouté, comme je suis rentrée du trek de Shimshal en octobre, je me suis rendu compte que c'était bien qu'il y ait une acclimatation. Parce que c'est vrai qu'on rentre vite dans le sujet, et quand on veut faire le Minmingsar à 6000 mètres, au bout de 4 jours, ça fait un peu rude. Donc on propose 3 jours d'acclimatation au camp de base du Nanga Parbat, qui est un trek très facile de 3 jours dans la zone du Ferry Meadows, qui est très connue là-bas, et qui permet d'être juste en face du 8000, c'est impressionnant. Par rapport justement, alors là aussi, et si tu peux rappeler brièvement, parce qu'il y avait une question qui était justement par rapport à la vallée de Chapursan, on l'a vu enneigé. C'était à quelle époque et quand faut-il y aller? Et je pense que du coup, c'est une question qui est un peu plus large. Quand partir au Pakistan? Alors, le Pakistan, entre le mois de mai, on dirait le mois d'octobre, il fait très chaud. Si on arrive à Islamabad au mois de décembre, concrètement par exemple, il fait 20 degrés, 15-20 degrés. Les vallées où on va, les vallées isolées comme la vallée de Shimshal et la vallée de Chapursan, sont au-delà de 3000 mètres d'altitude. Donc la meilleure période pour y aller, c'est entre mai et octobre. On va dire que jusqu'en avril, entre novembre et avril, c'est la période froide, et à partir de décembre, il commence à faire froid. Là, j'y étais par exemple, en attendant les clients au Chomos, les photos qui ont été prises l'année dernière, c'était fin novembre, début décembre. Donc là, on est quand même à 3600 mètres d'altitude. Il fait très beau, mais il y a de la neige et il fait environ entre 0 et moins 5, mais ça dépend en fait, ça peut monter très haut. Là, cet hiver, il a fait très froid. Donc, il faisait moins 15 à Shimshal quand j'étais début décembre. L'année d'avant, il faisait plus 5. Donc, et justement, par rapport au trek de Shimshal, tu parlais un peu au niveau engagement. C'est combien d'heures de marche par jour? C'est quoi un peu en termes de dénivelé? Et il y a eu des questions notamment sur l'altitude max. Et puis voilà. Et surtout, si on ne fait pas l'ascension, voilà, à quoi ça ressemble? Parce que l'ascension est bien sûr alors, l'ascension est optionnelle, sachant que si on fait le trek et la transhumance en mai et octobre, on ne fait pas l'ascension, parce que ce n'est pas la bonne période, et puis ça permet vraiment de se cibler sur la transhumance. J'ai bien sûr pas détaillé l'altitude, tout est dans les fiches programmes, tout est sur le site, vous trouverez toutes les infos jour par jour. Thibaut mettra le lien d'ailleurs. Voilà. Mais en gros, trek de Shimshal, on monte à 4007, on démarre à peu près à 3100 mètres en 3 jours. Donc c'est un trek, il n'y a pas des grosses montées, il y a une montée un peu pentue quand on prend la descente, mais c'est des montées pareilles, en fait c'est des vagues comme ça successives qui permettent de monter. Par contre, on est tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que le trek du Baltoro, par exemple, on y va progressivement, c'est normal, on monte quand même à 5006. Quand on fait la découverte du Nord-Pakistan, on est quand même dans une zone entre 2000 et 3006. Et puis quand on va dans la vallée de l'Hindu Kush, chez les Kalash, on est à 2000 mètres d'altitude, entre 2000 et 2002, et puis on passe des cols à 3007, voilà. Mais on va dire que c'est routine là-bas, donc 3007, voilà, tout se passe bien. Et par rapport, donc, juste avant de quitter un peu ces treks engagés, 2 dernières questions. La première, tu parles d'altitude, Ifrémont. Alors oui, on a un partenariat avec Ifrémont, qui est l'Institut de formation de recherche d'un métier de montagne, qui est basé à Chamonix, et on propose gratuitement, pour ceux qui veulent partir sur le Baltoro et le Snow Lake, le trek du Gondogoro et le Snow Lake, on propose donc une consultation gratuite. Donc pour ceux qui ont des doutes sur leur capacité, qui ont des doutes sur leur santé, sur leur capacité peut-être à accéder à ce niveau d'altitude,
Ça vous permet déjà de poser une base avec un médecin spécialiste et d'avoir des contacts directs lors du voyage s'il se passe n'importe quoi, si on a des questions, on est en contact direct avec des médecins. Je tiens d'ailleurs à dire, parce que j'ai passé rapidement dessus, on propose également, uniquement en septembre, le voyage au camp de base du K2. Oui, suite à certaines demandes de personnes qui veulent y aller. Donc, on le met au mois de septembre, puisque cet été, on a déjà pas mal de projets. Oui, voilà. C'est déjà bien engagé. Et l'autre question par rapport à ces treks, c'était par rapport à l'équipement, crampons, pas crampons, et qu'est-ce qu'il faut très succinctement amener? Qui peut le plus, peut le moins. Tout est indiqué également dans les fiches, mais on va dire que pour le trek du Karakoram, Shimshal, pas de crampons, sauf pour l'ascension du Mingdingsar. Donc là, il faut ramener son matériel. Le guide local est fourni, c'est compris dans le voyage. Sinon, on va proposer certainement, suite à de nombreuses demandes, un packaging. Donc, effectivement, c'est crampons, piolets, baudriers, mousquetons et casques. Ça, c'est la base. On vous demande bien sûr d'avoir vos propres chaussures parce que là, prêter des chaussures, c'est pas une bonne idée. Mais on va mettre en place un système de location pour avoir un package pour que les gens qui veulent faire ça une fois dans leur vie, ou en tout cas 2 fois peut-être, parce qu'ils auront certainement passé un week-end en montagne, histoire d'eux, n'aient pas à investir 200 ou 300 euros pour faire ce beau voyage. Ok. Voilà. Et les dernières questions donc, tournent plutôt autour des voyages, on va dire, rencontres. Ouais. Et déjà, pour voir le plus de fêtes, où je vais et quelle période? Pour voir le plus de fêtes au Pakistan? Ouais. Alors, il y a des fêtes, il y a de nombreuses fêtes en ligne de couche chez les Kalash. Il y en a une fin août, il y en a une mi-octobre. Dans la vallée de Bérir uniquement, on va y aller cette année d'ailleurs avec un groupe fermé mais qui est encore ouvert, il y a encore des places. Et puis, dans la Hunza, on va dire que si on a la chance, on peut assister à un mariage. Donc, c'est arrivé l'année dernière. Et pendant l'été, effectivement, au col de Khunjerab, ils fêtent également, ils font des courses de kayak. Et ils fêtent plus ou moins, alors ils fêtent plus vraiment, pour être honnête, le retour de la transhumance. Mais on a toujours des repas festifs avec les gens. Et puis, la vallée de Chapersan, ils fêtent également en septembre et juillet. Et est-ce que tu peux juste clarifier, je crois que c'est Laurence qui nous posait la question lorsque tu as parlé des fêtes de, alors je ne sais plus si c'est Joshi ou Chomos, et visiblement, elle se pose la question si, en tant que femme, elle ne pourra pas accéder à certaines festivités. Non, on peut, hommes et femmes, assister à tous les jours, tous les soirs. Il y a juste le moment de la purification au Chomos, simplement au Chomos, où les femmes sont purifiées. Elles ont un process, voilà, on passe du génévrier en feu au-dessus de la tête, on est purifié. Et les hommes sont purifiés dans les bergeries, mais on ne peut pas y aller en tant que femme. Donc ça, c'est vraiment un protocole traditionnel, on ne va pas déroger à ça, mais nous, on a notre propre purification, de toute façon, et les hommes, ils ont leur purification. Donc les hommes peuvent effectivement nous observer. On va dire que c'est injuste, mais c'est comme ça. Et ensuite, voilà, c'est un événement, de toute façon, qu'ensuite on partage entre nous. Voilà. Mais je trouve que c'est bien de respecter justement cette tradition. On est entre femmes, les hommes sont avec les hommes. Bon, c'est comme ça. Et juste, dernière question par rapport à ça, mais je pense qu'on peut l'étendre ensuite on peut l'étendre aux autres voyages. Quel est le maximum de personnes pour ce type de voyage, plutôt rencontre, immersion, et donc à mon avis plus largement aussi, quel est le maximum de personnes sur les autres voyages? Sur les voyages découvertes, sur nos voyages en général, on fait de 4 à 8 personnes, mais on peut partir en plus petit groupe si vous êtes moins nombreux, ça s'organise. Sachant qu'en voyage découverte, la bonne taille, on dirait que c'est entre 5 et 6, mais on va jusqu'à 8. On va jusqu'à 8 parce qu'on peut quand même, quand on est dans une vallée comme la vallée Kalash, on peut quand même se répartir dans différentes maisons, il y a différents villages, on a des coups de cœur pour un endroit, d'autres pour un autre endroit. Et puis tout ce qui est trek d'expédition et tout ce qui est trek, on peut monter jusqu'à 10 parce que c'est une grosse logistique, notamment sur le Karakoram. Et donc monter à 10, il n'y a pas de problème. D'autres agences montent jusqu'à 12 ou 14, on reste à 10 pour une meilleure immersion. Et puis parce que c'est plus intéressant d'être en groupe jusqu'à 10 déjà. Et pour Hervé et tous les Lyonnais, départ possible de Lyon? Oui, départ possible de plus ou moins les villes de province. Il suffit de nous demander, on regarde ça ensemble et c'est tout à fait possible. Moi, je pars de Lyon en général, donc
on sera dans le même avion. On vous remercie en tout cas d'avoir été très nombreux ce soir et d'avoir été très actifs. Merci Barbara. Merci. J'espère que ça a été clair et à très bientôt, probablement donc fin février autour du 26. On vous ressollicitera et vraiment, on a vraiment à cœur de poursuivre notre développement sur le Pakistan, qui est vraiment une destination pour Tamera qui est vraiment très forte et qu'on a toujours soutenu, même sur les années où c'était très compliqué. Je me souviens avoir envoyé des petits groupes de 2-3 personnes vraiment ponctuellement. Mais voilà, c'est une destination à laquelle on est attaché et on est très, très, très heureux d'avoir Barbara avec nous qui incarne beaucoup cette destination. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.